أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طيبين الطاهرين ولعنة الله دائما على أعدائه أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, Soudan Massina. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une grande personne qui a une maîtrise de l'Égypte antique, sa langue. Cette personne a cherché depuis pas mal de temps la culture et la langue égyptienne. Il prendra la parole juste après. Mais avant, il est utile de préciser que la langue arabe, hébreu et égyptienne sont des langues noires africaines et que le racisme culturel les a fait passer comme des langues caucasiennes. Hormis toutes les preuves scientifiques qui démontrent que l'Égypte antique était négroïde, nous allons les démontrer aussi par la langue lors d'une série de vidéos. À présent, je lui passe la parole. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Xenia. Oui, je suis ravi d'être parmi vous parce que nous sommes là pour parler de notre histoire et surtout expliquer la vérité scientifique. Et parce que nous avons un problème à régler qui est vraiment notre histoire. Et moi, j'ai étudié les hiéroglyphes dans une école africaine, Paris. Et j'ai fait des recherches effectivement dans ma langue et qui sont linkées. Et après avoir fait certaines études, je me suis rendu compte qu'effectivement la langue arabe et la langue hébraïque, la langue pharaonique, et d'ailleurs qu'on appelle hiéroglyphes, et ce sont les mêmes langues qui sont rattachées aux langues africaines modernes actuelles. Donc, raison pour laquelle nous devons étudier et comprendre nos langues. Et la langue pharaonique, d'ailleurs, qu'on dit hiéroglyphe, c'est pas hiéroglyphe, c'est hiéroglyphe, gravure sacrée. Et suffit de, lorsqu'on sache étudier, lire les hiéroglyphes et maîtriser sa langue natale par rapport à l'arabe, et on voit bien que c'est la même langue. En fait. Donc, tu veux dire que toutes les langues africaines, donc la langue arabe, hébreu, partent de l'Égypte. Absolument. Absolument. C'est une langue mère de toute l'humanité. La langue pharaonique, c'est celle qui a engendré toutes les langues du monde aujourd'hui. Et ça, c'est une certitude. Bien vrai que notre histoire a été vraiment tronquée, falsifiée. Et au jour d'aujourd'hui, on ne comprend plus nos langues. Parce que c'est-à-dire qu'il faut être capable de maîtriser sa propre langue. Ce que ça veut dire, il ne suffit pas de savoir parler. Il suffit de savoir comprendre l'étymologie, la terminologie, etc. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce que moi, j'ai pu développer en fait dans ma langue. Et en même temps, et en comparant l'Égypte pharaonique, la langue pharaonique, je me suis rendu compte qu'effectivement, parce que moi, je n'ai pas de formation de la langue arabe. Donc, si moi, j'affirme aujourd'hui que la langue arabe fait partie de la langue africaine, c'est que il y a énormément la langue. Quand on maîtrise la langue pharaonique, on voit bien que la langue arabe, et les premiers arabes, lorsqu'on dit les arabes, les gens des livres, originels, les arabes originels, les arabes originels, lorsqu'on dit les gens des livres, ce sont des hébreux et des arabes. Ils sont d'origine noire, ils sont noirs avant. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages sur Proche-Orient qui faisaient partie de l'Afrique. Donc, exemple, il y a un Français, un philosophe, un écrivain français qui a sorti un livre qui s'appelle Jean Humain. D'accord. Jean Humain et Fabre d'Olivier, et qui est d'ailleurs contemporain de Napoléon. D'accord, oui, j'ai lu un de ses ouvrages. Voilà, et qu'il était contre l'injustice infligée aux Noirs, l'esclavage et la colonisation, et que Napoléon avait amené en guerre
guerre farouche contre lui. Oui, oui. Et il les disait dans son livre, tome 1, la page 120 à 125. Lui-même, il disait que lorsqu'on disait l'Afrique, les Noirs ont dominé le monde, ils ont installé leur science partout à travers le monde. C'est-à-dire que tout le Proche-Orient faisait partie de l'Afrique. Et d'ailleurs, il a bien précisé qu'il a utilisé ces termes à lui en disant que les Soudiens, ça veut dire les gens qui sont venus du Sud. D'accord? Les gens qui sont venus du Sud, il a nommé la race blanche boréenne, la race boréenne. Vous voyez? Donc, c'est d'ailleurs le mot Soudan même vient de Soudéen. Ça veut dire les gens du Sud. Vous voyez? Beaucoup de gens ont parlé de le Proche-Orient qui était des Africains, qui étaient attachés au continent africain. Je parle au niveau de culture, histoire et civilisation. Je ne parle pas de... voilà. Aussi, comment ça s'appelle, il y a un célèbre écrivain arabe qu'on appelle Al-Masoudi. Il avait dit, au moment que les Blancs arrivaient dans ces contrées, que les Noirs, on les a civilisés, il y a tout un tas de témoignages. Mais aujourd'hui, c'est à nous de faire en sorte de sortir la vérité, parce que le but de certains groupes humains n'est pas de reconnaître les choses parce que ça les arrange pas. Politique. Voilà, c'est politique, c'est idéologique, voilà, il y a trop de matériel en jeu en fait. D'accord. Mais quand on parle de l'Égypte déjà, donc toutes les langues africaines ont pour racine l'Égypte. Absolument. Et les langues aussi mondiales, pareil. Mondiales. Parce que moi j'encourage vivement toute personne des Noirs qui ont étudié le latin, qui étudient aussi leur propre langue, en comparant le latin, et ils vont être choqués, ils vont être étonnés. Et de la même manière que ceux qui ont étudié le grec ancien, qui fassent la même chose dans leur langue. C'est-à-dire que nous devons étudier nos langues, parce que même si on étudie la langue pharaonique, les hiéroglyphes, si nous ne maîtrisons pas nos langues, ça posera problème aussi. D'accord, mais par rapport à la situation géographique, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, les cartes du monde, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Derrière moi, on fait Soudan du Sud, Soudan du Nord, on trace un peu partout. Hein. Le Mali, on traçait comme il voulait. Mais quand on parle d'Égypte, à l'époque, on a une délimitation précise de ce qu'on appelle l'Égypte. Bon, l'Égypte, c'est encore une fois un terme grec, Égyptos. Mais il faut savoir que déjà, quand on regarde l'Égypte, a évolué en fonction de comment ça s'appelle, les anciens Égyptiens ont quitté le milieu de l'Afrique, c'est-à-dire le Grand Lac. Ce qui veut dire que vraiment le cœur même de l'Afrique, du Congo, qui ont traversé, qui ont suivi le fleuve. Et qui ont suivi le fleuve progressivement et graduellement pour arriver de l'Égypte et jusqu'au Proche-Orient. Donc à la preuve même, les Africains on a toujours cette culture chez nous. On s'est toujours installé au bord du fleuve. Ça a toujours été comme ça chez les Africains. Si on regarde la culture africaine avant l'esclavage et la colonisation, les Africains ont toujours suivi longer le fleuve en fait. D'accord. Ça c'est sûr et certain. Et il faut savoir aussi que le fleuve, quand on dit le Nil c'est Nire. En hiéroglyphe même c'est Nire. Le terme même c'est Nire. En fait, la source, cette eau prend sa source à Ouganda. Donc à Ouganda, il y a un plateau là-bas, c'est là que l'eau... Donc le départ du fleuve. Le départ du fleuve, c'est à Ouganda. Situé en Ouganda. En Ouganda, qui progresse, qui traverse le Somalie, l'Éthiopie, l'Égypte, la Syrie, etc. C'est d'ailleurs même dans la Bible on dit les 4 bras. Parce qu'on dit dans la Bible les 4 bras. On dit qui traverse comment ça s'appelle le Somalie, etc., etc. Et bah c'est ça en fait qu'on dit. La Bible a beaucoup mis l'accent sur le fleuve du Nil en fait. D'accord. Ça veut dire que à l'époque ancienne, toute la terre était concentrée là-bas. Oui. C'est-à-dire que la civilisation la plus grande concentration de civilisation était vraiment sur cet endroit-là. Mais lorsqu'on dit l'Égypte aussi, c'est pas
c'est pas uniquement l'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte d'aujourd'hui, c'est insignifiant, ça n'a aucun sens. Lorsqu'on disait l'Égypte antique, c'est le Soudan, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, et la Syrie, Palestine, parce que nous, les Palestiniens, on l'a toujours dans l'hiéroglyphe, qu'on appelle, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, Jahia. On l'a toujours en hiéroglyphe Jahia. Jahia, on l'a toujours chez nous. On m'a dit les noms, ça veut dire que c'est un cénacle de personnes, c'est-à-dire un groupe de personnes qui vont en endroit pour invoquer juste le nom de Dieu, qui prient, qui font adoration de Dieu en fait. Et ben on a beaucoup, tous les termes, comme on dit, assyriens, les Assyriens, se marquent aussi dans l'hiéroglyphe, Assouria. En tout cas, dans ma langue, Assouria. Donc, moi, quand je compare l'hiéroglyphe, l'arabe et les langues africaines, et c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest. Et il peut pas y avoir 10, 15, 20, 30, 40, 50, il peut pas y avoir 100 hasard, c'est pas possible. Voilà. Et tu as des exemples par rapport aux langues, les similitudes par rapport à la langue égyptienne, des mots arabes qui ont découlé? Oui. Exemple. Langue souniké. Oui. Par exemple, lorsqu'on dit doua, en arabe on dit doua, et en égyptien on dit doua, et en souniké aussi on dit doua, parce que les mots ont des significations, ont des sens, parce qu'il faut savoir que les langues africaines, elles sont constituées de la faune et flore africaine. Donc, nous parlons de mots qu'on ne comprend pas en fait. Qu'on arrive à communiquer entre nous. Mais on les emploie, mais on a perdu réellement le sens. On a perdu réellement le sens, l'étymologie. Voilà. Lorsqu'on dit doua en hiéroglyphe, c'est marqué aussi en soninké. Ça veut dire que fais louange à ton créateur. Comme la doua, voilà, doua en arabe, ou invocation, tout ça. Ça n'a pas changé. Donc, lorsqu'on dit aussi, par exemple, Banou. Banou, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est un oiseau. Il me semble. Voilà, c'est un oiseau, justement. Cet oiseau-là, qu'on appelle le phénix. Le phénix. C'est lui qui se renaît de ses cendres. Donc cet oiseau-là, c'est gravé dans l'hiéroglyphe. Et d'ailleurs, dans nos langues, chez nous en Afrique de l'Ouest, vous avez beaucoup de prénoms Banou. Je connais des dizaines de Banou, même autour de moi, que je connais beaucoup des Banou chez nous. C'est un oiseau, en fait, c'est nous la légende, parce que j'ai même étudié un peu Cicéron, le livre d'italien, qui avait vraiment écrit sur cet oiseau, qui est vraiment fascinant, qui tous les 500 ans, quelque chose comme ça, qui s'est consumé et qui renaissait de ses cendres. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche sur l'arabe, qu'on appelle Hudhud ou quelque chose comme ça. Hudhud. D'accord. Voilà. Et chez nous, cet oiseau, justement, chez nous, il y a un nom qui est apparu, on a redonné un nom qu'on appelle Sambatorignang. Sambatorignang, ça veut dire que c'est un oiseau, en fait, il connaît ce que tu penses. C'est-à-dire qu'il connaît à l'avance tout ce que tu penses. Il peut lire dans les pensées. Voilà, tout ce que tu penses. C'est-à-dire que ton intention, ton désir, etc. Donc c'est un oiseau sacré pour l'Égyptien. Et c'est pas n'importe quel oiseau, parce que même chez nous, on nous a toujours dit, de toute façon, on ne peut pas, cet oiseau-là, on ne peut pas l'avoir facilement pour le tuer. Je ne me rappelle pas avoir vu quelqu'un qui a attrapé, c'est un oiseau qui existe toujours en africain. Peut-être que ça existe même partout dans le monde, mais en tout cas chez nous, c'est sûr certain, cet oiseau il existe, qu'on appelle le Sambatorignang. Parce que s'il y a des Soninké qui m'écoutent, ils savent qu'est-ce que ça veut dire Sambatorignang. C'est lui qui connaît tous les secrets que tu as cachés. Donc, et d'ailleurs, il me semble que, parce que je ne connais pas l'arabe, mais j'ai étudié l'arabe en français, et que selon la légende, c'était pas l'oiseau qui voyageait avec le prophète. En fait, tu veux dire que le Banou, en arabe, le Ibnou, donc c'est le fait que cet oiseau-là, il renaît de ses cendres, bon, il meurt pas en fait. Donc il prolonge toujours sa vie. Donc quand une famille de père en fils
la descendance. Exactement. Donc c'est là si la relation est ici. Exactement, parce que Banu, le terme même Banu en soninké veut dire Banao, ce qui veut dire que la renaissance, c'est-à-dire que de père en fils, ainsi de suite en fait. D'accord. C'est la renaissance perpétuelle en fait. Banu veut dire ça en soninké. C'est pour ça en soninké on dit Banao, ça veut dire qu'on est tous pareils, donc on se succède en fait. Très intéressant. Voilà. D'accord. Et tu as d'autres exemples, par exemple, la salade? Voilà, la salade, lorsqu'on dit salade, et c'est marqué dans l'hiéroglyphe salade, sartu. Sartu veut dire l'obligation que tu as avec ton créateur. Dans ma langue aussi, pareil. Mais sauf qu'en arabe, et la lettre R, la lettre L, c'est interchangeable. Parce que une langue, quand elle n'est pas écrite, elle a cessé d'être écrite, donc du coup, il y a certaines négligences qui pénètrent dans la structure et qui modifient un peu, ce qui est normal. Donc aujourd'hui, pour pouvoir reprendre tout ça, il faut maîtriser sa langue déjà à la base et maîtriser les hiéroglyphes. Parce que salat, en chez nous, on dit sarti. Et encore une fois, les Sénégalais qui m'entendent, quand on dit sarti, ils savent que ça veut dire que tu as un engagement avec quelqu'un. Parce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un à l'heure, donc sarti, ce qui veut dire qu'on a rendez-vous. Donc chaque être humain sur Terre a une obligation et un rendez-vous avec son Créateur. Parce qu'on est venu sur la Terre, parce que chacun a sa mission à accomplir sur la Terre. D'accord. Voilà. C'est intriguant. Et juste pour revenir à l'exemple précédent, l'oiseau Banou. Tu m'as dit, il existe réellement ce oiseau. Et ça, sa durée de vie, elle est comme tous les oiseaux ou il vit plus longtemps que les oiseaux? Il vit plus longtemps Que peut-être la légende part de là. Hein? Peut-être que la légende part de là. Il se peut que c'est un oiseau qui vivait naturellement plus longtemps que les autres. Oui. Et de là, on a fait une légende qui ne meurt pas, quoi. En tout cas, cet oiseau-là, on ne le trouvera pas mort. Naturellement. Une mort naturellement. Non. Okay. Et il y a des oiseaux en Afrique, parce qu'il y a un petit oiseau aussi qu'on a chez nous qu'on appelle le coronané. Cet oiseau aussi, souvent ils sont un ou deux. Cet oiseau-là aussi, jamais la mort naturelle. C'est vrai que ce sont des choses, quand on invoque aujourd'hui, les gens, parce que les gens ils pensent que grâce au monde moderne, ils pensent qu'il y a plein de mystères dans la vie. C'est vrai, c'est vrai. Et il ne faut pas se contenter de son époque. Il faut savoir que ce monde existe depuis des millénaires. Donc, ce monde est plus vieux que lui-même, on va dire comme ça, mais c'est un oiseau qui ne meurt pas. De toute façon, tu ne peux pas l'approcher. Tu ne peux même pas l'approcher. Okay. Vous voyez? D'accord. Sinon, tu as d'autres exemples encore de... Alors, par exemple, quand on dit, lorsqu'on dit les peuples originels des Arabes, originels, c'est des Noirs, et c'est une certitude parce que quand on regarde la toponymie, c'est-à-dire que les cultes, les lieux des pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Proche-Orient, on a les mêmes chez nous. Donc, bien sûr, on va nous dire non, parce que les Arabes sont arrivés en Afrique de l'Ouest, ils ont converti les gens en l'islam. L'arrivée des Arabes ne pouvait pas bouleverser la société africaine. Pour bouleverser une société, il faut des millénaires. Il faut vraiment des siècles, des siècles, des siècles. Donc, d'autant plus que l'arabe moderne n'a pas dépassé vraiment au Ghana. Ghana et Mali, etc., Tombouctou et encore. C'était des Africains qui ont fondé la civilisation. Les gens de Tombouctou, c'était des Africains. Mais lorsqu'on dit, par exemple, je donne un exemple, lorsqu'on dit Maka, en hiéroglyphe ou dans ma langue, veut dire ma terre natale. Ma terre, jusqu'à présent, on dit toujours ma mère, Ka, la maison. Vous allez dans l'hiéroglyphe, Ka veut dire la maison, veut dire le ciel, la maison céleste, la maison divine, la mort. Vous voyez, parce que quand une âme disparaît, elle monte au ciel. Donc c'est pour ça que par rapport à la légende de la mère d'Ismaël et sa mère, que Abraham aurait pris pour l'amener
précipitamment en Arabie Saoudite, qu'on appelle aujourd'hui Makkah. Et c'est à partir de là que on a donné le nom de Makkah, la maison, ma maison maternelle. On a aussi Baka. Baka, il y a les deux. Il y a les deux, qui est lié à Abraham. Donc Baka, jusqu'à présent dans ma langue, ou même en hiéroglyphe, Baka veut dire la maison de mon père. Vous voyez? Donc encore une fois, ça ne peut pas être au hasard. Vous voyez? Parce que jusqu'à présent, chez nous, on dit Ba, mon père. Donc lorsqu'on dit Ba veut dire tu es mon unique qui m'a engendré, mais c'est moi qui prendrai ta place à demain. C'est pour ça que c'est important de comprendre nos langues. Dans les hiéroglyphes aussi, on a Faba. Dans Afrique de l'Ouest, on dit Faba. Donc lorsqu'on dit Faba, on veut dire tu es mon unique père que je te vois, mais c'est moi qui prendrai ta place demain. D'accord. Voilà. Donc on peut dire aussi Paba. Paba veut dire tu es mon unique oiseau, c'est toi qui voles au-dessus de moi en tant que père. Ce qui veut dire que tu es mon supérieur. Il y a toutes ces expressions qu'on a chez nous, mais on les a oubliées. D'accord. Voilà. Très intéressant. Et par rapport au mot arabe, le terme arabe, vous l'avez trouvé des... Alors, arabia dans ma langue, ça veut dire que ceux qui sont noirs, en fait. Arabia. Donc, selon la légende même, il y a beaucoup de noms de famille que vous voyez, qu'on nous dit, par exemple, comment ça s'appelle, le Traoré, comme Saranoro, les Sibi, les Keita, comment ça s'appelle, les Haïdara, c'est des Arabes. Tamara, c'est des Arabes. Quand on dit Arabes, parce que aujourd'hui, quand on dit Arabe, aujourd'hui, les gens pensent qu'on voit ces Arabes modernes, ils sont blancs, alors qu'à là-bas, ils sont noirs. On appelle ça les moustaches. Voilà, donc c'est pour ça que c'est grâce à la recherche scientifique, mais seulement nous devons retourner à l'étude antique, sinon ça va être compliqué de vraiment faire la lumière, et en tout cas ça prendra du temps. C'était très très intéressant, on a beaucoup profité. Je laisserai le frère terminer cette intervention, et je sais que tous mes abonnés et d'autres personnes qui regardent cette présente vidéo sont impatients de voir la suite. La chaîne Soudan Massina est une chaîne de vérité, quelle que soit la couleur, mais uniquement pour les gens qui veulent uniquement chercher la vérité, loin du mensonge. Tu peux terminer l'intervention. Oui, moi le message que j'ai à dire, c'est que la vérité n'a pas de couleur, effectivement. Avant toute chose, moi, je profite de dire à nos frères et sœurs d'étudier de loin, de près nos langues. Et contrairement à ce qu'on nous a fait croire depuis des siècles, que nos langues ne supportent pas des termes scientifiques, nos langues ce sont des langues non écrites, nos langues c'est des ethnisations, etc. Moi je dirais, on nous a trompés depuis longtemps parce que justement, contrairement à ce qu'on croit, tous les termes scientifiques que le monde bénéficie aujourd'hui, ce sont des termes africains. Je vais vous citer quelques exemples. Lorsqu'on dit le maître, c'est langue africaine, c'est un mot africain. Lorsqu'on dit chimie, la chimie, qui est dérivée de chemia, c'est un mot africain. Lorsqu'on dit la géométrie, qui est dérivée du latin au grec en hiéroglyphe, c'est geometra, l'arpent de la terre. Lorsqu'on dit la coudée, c'est dérivé de l'égyptien, et jusqu'à présent nous utilisons les mêmes expressions en Afrique qu'on appelle sougoudé. Donc nous devons étudier nos langues, et nos langues c'est une richesse. Il ne faut pas voir nos langues comme des ethnies, au contraire, parce que chaque peuple en Afrique a son système de mathématiques. C'est ce qui enrichira l'Afrique à l'avenir. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.